Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Entre deux News, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage de l'actualité. Ce soir, nous recevons un acteur de la scène politique ivoirienne qui fait entendre sa voix sur plusieurs sujets majeurs de la vie nationale. À la tête du mouvement politique Agissons ensemble, il appelle à un nouveau pacte citoyen, dénonce la corruption, interpelle les institutions sur leur silence et plaide pour des réformes profondes de la démocratie ivoirienne, notamment la réforme de la Commission électorale indépendante, CEI, et même l'introduction du vote à 16 ans. Il est sur notre plateau ce soir. Kevin Zokou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le Président du mouvement Agissons ensemble. C'est moi qui vous remercie. Avec moi ce soir, trois consultants. Docteur Ousmane Chérif, analyste politique, président du REMENSI. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Sidik. Et Arsène Anoma, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, M. Sidik. Et enfin, Lansina Karamoko, analyste. Bonsoir à vous. Bonsoir, Sidik. Alors, comme dit à l'entame, dans cette émission, nous parlerons d'abord de la citoyenneté, de la bonne gouvernance, justice sociale, charte de la vie, CEI et enfin, dialogue national. Première question pour vous, Monsieur Kevin Zokou. Quelle est la philosophie politique que votre mouvement porte? Merci pour l'invitation. Alors, la philosophie politique du mouvement politique Agissons ensemble, je peux dire que ça se résume par l'amélioration de la qualité de vie de l'ensemble des Ivoiriens sans réellement tenir compte de leurs obédiences politiques, ethniques ou religieuses. En réalité, notre démarche répond au fait que quand on fait le point depuis 1960 jusqu'à nos jours, nous avons vu différents régimes politiques gérer les affaires de l'État. Et ce qui est revenu tout le temps, c'est que pour la sécurité des Ivoiriens, pour l'éducation nationale, pour l'administration territoriale, pour la défense nationale, on n'a vraiment pas besoin qu'on soit de la gauche ou de la droite pour que l'État fonctionne. Et donc, notre message à nous, c'est de dire, mettons l'État au cœur du débat politique, au détriment de tout ce qui est idéologique, politique, marqué, pour permettre au peuple de s'en sortir en tant que tel. Sinon, individuellement pris au sein de notre organisation, oui, nous avons des hommes de la gauche, on a aussi ceux de la droite, on a des libéraux en notre sein. Voilà ce que je peux répondre à votre préoccupation. Bien, dernière question pour moi. Comment vous conciliez militantisme politique et devoir citoyen? C'est là l'intérêt de notre conférence de presse que nous avons eue le week-end dernier. Pour nous, le citoyen ou alors la citoyenneté doit primer sur le militantisme. Parce que ce n'est pas le cas? Non. En Côte d'Ivoire, on est beaucoup plus politique que citoyen. Tout de suite, quand vous, d'ailleurs, la preuve, votre première préoccupation, c'est de savoir de quel bord idéologique, comment nous nous situons idéologiquement. C'est ça le drame ivoirien. Je suis citoyen, je parle de la citoyenneté, la gestion des affaires de l'État, et cela dans l'intérêt de l'ensemble des Ivoiriens. Voilà ce qui est important. Et c'est pourquoi nous voulons que la citoyenneté prime sur le militantisme politique. Lansina Karamoko. Merci beaucoup de passer nous voir. Quand j'ai regardé votre exposé liminaire, donc, au cours de votre conférence de presse, vous avez dit dans un des passages que vous êtes un opposant au régime actuel du RHDP, c'est-à-dire au régime RHDP. Pourquoi vouloir dire que vous êtes forcément opposé au régime RHDP dans votre conférence de presse? Dès lors que vous êtes opposant, on sait que le statut d'un opposant, c'est lui, mais pourquoi vouloir insister dessus? Je suis opposant, ma posture est un opposant au régime RHDP. Et puis si vous l'êtes, est-ce que vous allez intégrer l'un de ces groupes, notamment le Front du Refus? Merci pour cette préoccupation. Alors, la précision, elle n'est pas fortuite. Elle est précise dans la mesure où nous voulons faire la part des choses entre la citoyenneté et le militantisme. Alors, je dis que je suis citoyen ivoirien. J'ai des droits et j'ai des devoirs. À ce titre, je m'adresse à l'État. Mais en même temps, en tant que citoyen, parce que je suis politique, alors le régime politique RHDP
qu'il ne faut pas confondre avec l'État, ce régime-là qui exerce l'effectivité du pouvoir d'État. Je suis opposé à ce régime-là de par sa façon de gérer les affaires de l'État. Voilà pourquoi j'ai précisé lors du point de presse que oui, je suis citoyen et je le revendique. Et j'appelle les Ivoiriens à revendiquer de mieux en mieux leur citoyenneté au détriment de ce qu'on pourrait appeler le militantisme aveugle ou radical, peu importe. Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'on est citoyen qu'on ne peut pas être politique. Donc, si on est politique, on est opposé au régime politique qui est le RHDP et non à l'État. Maintenant, rejoindre le front du refus, bon, je ne sais pas s'il y a encore un front du refus qui est d'actualité. Je voulais dire le front commun. Mais le mouvement politique Agissons Ensemble est déjà membre du front commun. Ah, d'accord. Voilà. Et nous sommes membres comment on appelle, du mouvement citoyen Trop c'est trop. Voilà. Mais nous, notre démarche, c'est ça. Ce que vous avez entre vos mains, du moins. Si vous le lisez, vous comprendrez notre démarche. Une opposition constructive et citoyenne. Bien. Arsène Anoma. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'il vient de dire. Il dit qu'il appartient au mouvement Trop c'est trop. Alors qu'on constate que le mouvement Trop c'est trop s'est caractérisé par un refus de participation à tout le processus électoral qui s'est passé. Vous-même, lorsque j'ai pris votre historique, vous avez été partisan de la non-participation aux dernières élections législatives. Vous venez de dire que vous êtes en même temps membre du mouvement Trop c'est trop, mais ici, vous reconnaissez ce pouvoir-là qui est issu des urnes parce que vous êtes légaliste et républicain. Est-ce qu'il n'y a pas antagonisme entre ces deux positions-là? Parce que vous êtes dans une coalition politique qui refuse, je peux dire, de reconnaître ce pouvoir-là. Et vous reconnaissez ce pouvoir, mais vous affirmez aussi votre appartenance à ce mouvement politique-là. Ensuite, vous avez été partisan de la non-participation des partis politiques aux dernières élections législatives. Et je suppose aussi à tout le processus électoral, parce que vous avez certainement des grèves contre ce processus électoral-là. Du coup, après les élections, vous venez reconnaître le pouvoir issu de ce processus électoral-là. Est-ce que ce n'est pas une reculade? D'accord. Merci. Je crois que mon intervention de ce soir est axée sur la conférence de presse que j'ai animée le samedi dernier. Cela dit, le fait d'appartenir à la coalition, ou du moins au mouvement citoyen Trop c'est trop, ne veut pas dire qu'on n'existe pas soi-même. Comprenez? On peut appartenir à une coalition, mais justement, c'est parce qu'on est une entité à part entière qu'on appartient à une coalition. Donc vous pouvez dire que le parti qui mène cette coalition-là s'est trompé. Je viens. Vous savez, il faut éviter de faire des amalgames. Les élections présidentielles que nous avons connues dans notre pays, nous savons tous comment ces élections se sont passées, tout comme les législatives. Mais on va s'appesantir sur les présidentielles. Et donc, nous avions une posture lors de ces élections présidentielles. Cette posture était motivée par la constitution de notre pays. Aujourd'hui, et je l'ai dit dans le point de presse, peut-être que vous n'avez pas fait attention, l'exercice du pouvoir d'État, l'effectivité de l'exercice du pouvoir d'État, c'est un fait. Et en politique, quand un homme politique dit « je prends acte », cela veut dire quelque chose. Je prends acte, je l'ai dit, c'est écrit. Je prends acte du fait que le pouvoir d'État est exercé par le RHDP. En tant que citoyen, en tant que républicain, j'invite les Ivoiriens, j'allais dire, à privilégier le rapport citoyen-État au détriment des citoyens RHDP. Lequel RHDP veut que tout le monde soit RHDP d'abord avant de jouir des avantages de l'État. Ça, c'est une lecture personnelle. Donc, non, ce n'est pas une lecture personnelle. Parce que si vous lisez ce que je vous ai donné là, vous comprendrez. Et donc, nous disons, nous n'avons pas d'autre choix
que de privilégier l'État. L'État, c'est la sécurité, c'est la santé, c'est l'administration territoriale. Et donc cet État-là, il est là pour tout le monde. Il est neutre d'ailleurs. C'est pourquoi on parle de la continuité de l'État. Mais les régimes sont passagers. Le PDCI, c'est un ancien régime. Le FPI, c'est un ancien régime. Même le régime militaire avec les Européens, c'est un ancien régime. Cependant, depuis 1960 jusqu'à nos jours, l'État de Côte d'Ivoire existe. Il n'y a pas d'ancien État. Et c'est dans cette logique-là que nous inscrivons avec le mouvement politique Agissons ensemble. Voilà ce que je vais vous dire. Bien, Dr Ousmane Chérif. Déjà, je voulais commencer par lui dire merci et félicitations pour le courage qu'il a de continuer à se battre, en tout cas pour qu'on puisse mieux comprendre la citoyenneté. Moi, j'avais deux petites questions. Déjà, il y a des mouvements politiques qui ont des idéologies. J'ai vu dans certains pays, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, certains mouvements politiques sont de gauche, certains mouvements politiques sont de droite, certains mouvements politiques sont libéraux, etc. Ce que je voulais savoir, est-ce que Agissons ensemble est un mouvement politique qui se rapproche d'un ou de certains partis politiques en Côte d'Ivoire de droite ou de gauche? Est-ce que vous êtes un peu plus proche de droite ou un peu plus proche de gauche? Ou bien est-ce que vous pensez que le mouvement politique demain, si vous prenez le pouvoir d'État, parce que c'est possible qu'un mouvement politique prenne un pouvoir d'État, je rappelle qu'en France, par exemple, M. Macron n'avait pas en tant que tel un parti politique, c'était un grand mouvement politique qui a réussi à prendre le pouvoir d'État. Comment vous allez exercer ce pouvoir d'État? Est-ce que c'est avec les théories économiques de gauche, les théories de droite? Avec quelle théorie vous allez exercer le pouvoir d'État au cas où ça arriverait? Ça, c'est ma première question. Mais en même temps, je veux rebondir sur la deuxième question avant de vous laisser répondre. J'ai vraiment aimé la portion de votre texte qui parle du risque de parti-État. J'ai vraiment aimé et je lis la portion qui m'a le plus plu. Vous dites, je défends l'idée que les ressources de l'État, armée, budget, médias publics, ne doivent pas servir les intérêts exclusifs du régime en place, mais de l'intérêt général de la nation. Donc, je rebondis sur cette phrase-là pour vous demander qu'est-ce que vous pensez de trois petits événements. Le premier, à chaque fois qu'il y a une Coupe d'Afrique qui est gagnée, très souvent, la Coupe d'Afrique sert à être exposée dans un meeting politique. Par exemple, lors des élections présidentielles, la Coupe d'Afrique, avant les élections présidentielles, pardon, la Coupe d'Afrique a été exposée 2 fois dans un stade où c'était un hommage au président de la République, en même temps candidat du RHDP aux élections présidentielles. Et la phrase qui est beaucoup répétée, c'est de dire le président a 2 cannes, le président a 3 cannes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça, c'est la première chose. Et deuxième, on a vu les images d'un groomman présidentiel lors d'un meeting dans un endroit où on a vu, c'était marqué sur l'avion République de Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que vous pensez en tout cas de ces 2 images-là qui ont été frappantes pendant les élections? Le troisième élément qu'il faut ajouter, c'est que des députés RHDP ont convoqué une réunion au palais de la présidence. Oui. Voilà. Et donc, ce sont ces éléments-là que nous essayons de relever pour dire aux Ivoiriens qu'il faut faire la part des choses entre l'État et un régime politique. Le régime politique, c'est ce parti politique comme Agissons ensemble, qui aspire à gouverner, qui va à la rencontre du peuple, qui sollicite le suffrage du peuple, et le peuple dit oui, on vous fait confiance en fonction de ce que vous dites, parce que vous dites agissons ensemble. Il n'y a pas d'exclusion. Agissons ensemble ne peut pas être proche de la gauche ou de la droite pendant qu'il s'appelle agissons ensemble. Au-delà même du nom du mouvement, c'est un message. Si je vous dis, vous et moi, agissons ensemble, et que vous dites, vous êtes de la droite, et que moi, je dis, je suis de la gauche, comment est-ce qu'on agit ensemble? Et donc, l'intérêt ici qui peut nous amener, vous et moi, à agir ensemble, c'est ce qu'il a cité tout à l'heure, parlant de l'armée, du budget, des médias publics, de l'administration territoriale. Vous voyez, il est médecin. Quand vous arrivez à l'hôpital, on ne vous demande pas votre ethnie, on ne vous demande pas votre couleur politique. Quand vous allez en tant qu'enseignant à l'école pour enseigner les élèves, les étudiants, on ne leur demande pas de quel bord politique ils sont. C'est de cela qu'il est question. Un planteur d'EVA ou d'un arcade, cacao, café, avant d'aller vendre son produit, il ne cherche pas à savoir si c'est un régime X ou bien c'est un régime Y ou bien c'est une idéologie tant ou bien une autre idéologie. Il va au champ, il produit son café, cacao, il le vend. Et donc pour nous, nous n'avons pas nécessairement besoin d'être de la gauche ou de la droite. C'est un nouveau message. Ça peut paraître difficile, peut-être confus par moment,
Mais c'est un nouveau message auquel les Ivoiriens doivent s'habituer. On n'a pas nécessairement besoin, de nos jours, je ne parle pas il y a 50 ans en arrière, mais de nos jours, on n'a pas nécessairement besoin, là où un enfant de 19 ans vient d'être élu, mais en France, on n'a pas besoin de nos jours qu'on soit forcément de la gauche ou de la droite avant de dire qu'il y a urgence à Boisseau, avant de dire qu'il y a urgence à Korogo ou à Gagnoa par rapport aux infrastructures routières, par exemple. Je voudrais répondre. Allez-y, M. Karamoko. À vous entendre parler, c'est comme si moi, je me rends à l'hôpital, on va demander d'abord ma carte de membre du RADP. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Est-ce que c'est vrai? Vous n'avez pas compris ce que j'ai compris. J'ai compris. Parce que si j'ai bien compris, vous apportez un message qui devrait amener les Ivoiriens à être ensemble et de mettre en avant la citoyenneté. C'est pas cela? Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas le cas actuellement? Non. Et comment? Voilà, je vais vous expliquer. Voilà. Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que de nos jours, si vous prenez l'administration publique, notre administration, que vous voyez toutes les nominations, vous allez vous en rendre compte. Lorsque, je viens, quand vous prenez ces différents postes de nomination, où on parle de ministre, conseiller, on parle de gouverneur, ministre et autres, tous ces postes, quand vous voyez tous ceux qui ont été nommés là, il faut nécessairement être RHDP. Dans ce pays, on a dit, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. On a entendu ça ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que dans une république, dans une nation, un État, est-ce qu'on peut tenir de tels propos lorsqu'on est à un poste de responsabilité, mais aussi élevé? Non. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi nous disons que point n'est besoin qu'on brandisse une idéologie politique avant que le citoyen puisse avoir accès aux soins médicaux. Par exemple, la CMU. Ce sont des propositions qu'on peut faire, mais on va en arriver. Je veux dire, on n'a pas nécessairement besoin d'être citoyen. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, de nos jours... Attendez, je viens après. Je viens. Je vais vous donner un exemple. Il arrive des fois où des citoyens ivoiriens, quand on leur dit, allez-y faire vos pièces d'identité, ils disent, ah, moi je ne vais pas faire pièce de Ouattara. Pour parler comme les Ivoiriens. Moi, je ne vais pas aller faire pièce parce que c'est Ouattara qui est au pouvoir. Ça, c'est le ministère de RADP qui non, le dit. c'est parce que, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Ce sont des idées nourries qui ne sont pas forcément exactes. Mais je veux dire que dans la population, il arrive qu'on entende ce genre de propos. Pourquoi? Parce que les gens se disent, parce que je ne suis pas du même bord politique que celui qui est au pouvoir, alors tout ce qu'il fait là, ça ne m'intéresse pas. Et c'est là que nous, on vous invite, et on invite l'ensemble des Ivoiriens à privilégier ou à mettre en primauté la citoyenneté. Peu importe celui qui est au pouvoir. Dès l'instant, vous êtes un citoyen, vous avez droit à la santé, à la sécurité, à l'éducation, ainsi de suite. Et ça, ce n'est pas le RHDP, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Voilà le message qu'on veut faire passer. Oui, bien. En même temps, juste pour rebondir sur ce qu'il a dit, il a parlé de la CMU. Moi, j'ai été surpris de voir monsieur le vice-premier ministre actuel, avant qu'il soit vice-premier ministre, lors d'un meeting à Abobo, décider de payer, de prendre en gratuité des milliers de cartes CMU pour des gens d'Abobo, en tout cas des militants RHDP d'Abobo. Dans une république, normalement, c'est surprenant. D'abord que une personne prenne des cartes CMU gratuitement pour une population qui va voter pour elle. Ça ressemble même à ce qu'on appelle en griffe un chantage politique. Demander aux gens on va acheter ça pour vous et à la veille d'une élection. Ça, pour moi, c'était quand même assez étonnant. Est-ce que les populations ont été obligées d'aller voter pour cette personnalité? Non, pas obligées. Mais la 4CMU n'a rien à voir avec la politique. Bien. Vous pouvez acheter une adhésion RHDP pour vos militants, il n'y a pas de problème. Une action sociale. Non, une action sociale quand on fait à la veille d'une élection présidentielle, sur une carte qui est là pour se soigner. On a besoin qu'on achète des cartes CMU. Pour vous, ce sont des actions à proscrire. Ce sont des actions graves à proscrire. Allez-y, Arsène Noma. Je voudrais apporter quelques rectificatifs. Durant l'élection présidentielle, l'avion que le président de la République a utilisé, l'avion était loué à une société privée. Ce n'était pas l'avion de l'État de Côte d'Ivoire. C'était marqué dessus, République de Côte d'Ivoire. Dans l'image qu'on a vue sur les réseaux sociaux. C'était l'avion voilà, l'avion était loué à une société privée reconnue. Je ne veux pas dire le nom de la société ici pour ne pas lui faire de publicité. Secondo, vous avez parlé de la CAN. Et lui, ça me fait plaisir parce qu'il parle de l'État.
l'État est régi par des institutions. Et la première institution de l'État, c'est la présidence de la République. Le président de la République, en tant qu'institution de l'État, est célébré par des populations. Il n'est pas célébré en tant qu'entité personnelle, il est célébré en tant que personnalité institutionnelle. Donc c'est au vu de ça qu'on le célèbre au travers de la CAN. Ce n'est pas un meeting politique, c'est juste un hommage qu'on rend à l'institution qu'il incarne. Moi, je voudrais que ce soit clair dans la tête. En quoi est-ce que la CAN Ce soit clair dans la tête. Bien, Maintenant, merci. troisième chose, il parlait de la nomination des personnes. Je prends le docteur à témoin, à moins qu'il me dédise. L'actuel secrétaire exécutif du PDCI, c'était au cadre de l'administration ivoirienne. Est-ce qu'il a brandi sa carte du RHDP avant d'être nommé? Ça, c'est une théorie connue qui est fausse. Les nominations ne sont pas faites en présentant la carte du parti politique du RHDP. Au nom des personnes qui sont compétentes, là, il faut. Moi, je m'inscris en faux comme cela. Et qu'on me dise qui a été nommé parce qu'il est RHDP. Mais un État aussi, lorsque un parti politique gagne des élections, le parti politique gère le pays avec très souvent des cartes qui sont issues de son parti. Et ça, c'est tout à fait logique, ce n'est pas un anachronisme antidémocratique. Maintenant, la question que je voudrais poser à M. Zokou, il s'est proclamé comme opposant et il dit qu'il est républicain. Considérons que lors du prochain remaniement ministériel, le pouvoir actuel vous appelle au gouvernement. Quelle sera vos réponses? D'abord, ce qu'il faut retenir, je dis, je suis citoyen ivoirien. Et là, vous me tendez une perche et je dis en même temps que moi-même, personnellement, je cherche à rentrer dans mon pays pour servir mon pays. Je suis consultant en sécurité aéroportuaire, j'ai une formation en business management et j'ai quand même un minimum, même la gestion de notre aéroport. Donc vous lancez un appel pour qu'on puisse profiter de votre expertise. Vous avez posé une question, permettez que je réponde à votre question. Pour vous dire qu'il n'y a aucune gêne. Et c'est ça, cette gêne que vous voulez créer. Mais c'est normal, il n'y a pas de gêne. Cette gêne que vous voulez créer de façon artificielle dans l'imaginaire, mais j'allais dire populaire, c'est ce que nous combattons. En tant que citoyen, que le RHDP ou du moins le gouvernement ivoirien m'appelle pour aller travailler, que le président de la République demain me demande, venez, vous allez être ministre, mais volontiers, je viendrai être ministre de la République de Côte d'Ivoire. C'est ce que vous devez entendre, c'est ce que vous devez comprendre. Mais vous enfoncez une porte ouverte. Hein? Aucune personne nommée n'a été nommée parce qu'on lui demande ça. Et ça me fait plaisir parce que si demain vos compétences sont reconnues, vous serez appelé pour servir l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, s'il vous plaît, est-ce que dans l'administration de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens nous regardent, il n'y a que des militants du RHDP? Avez-vous déjà, oui ou non, entendu dans ce pays un cadre, un haut cadre du RHDP dit... Moi, je vous ai posé non, est-ce qu'on a enlevé des gens indisciplinés? Alors, merci, docteur. On va revenir au sujet. Nous allons maintenant parler de la situation nationale. Vous parlez dans votre déclaration du samedi dernier d'une zone de turbulence morale dans le pays. Que voulez-vous dire exactement? On ne vous comprend pas. Oui, mais la zone de turbulence morale, c'est si nous faisons un constat, vous voyez, notre pays, la Côte d'Ivoire, dispose de potentialités, de richesses, mais les ressources de notre pays ne sont pas utilisées comme il se doit pour effectivement travailler au développement socio-économique de l'ensemble du territoire national. Et les exemples que je prends sont simples. Des nominations qui ne sont pas nécessaires. Quand on prend un vice-premier ministre, ministre d'État, ministre de la Défense, quand on prend des ministres gouverneurs, quand on prend le Sénat et autres, tous ces ministres conseillers du président de la République, tous ces postes, c'est du superflu, parce que c'est de l'argent qui y va. Et cet argent-là pouvait servir à l'industrialisation de notre pays. Est-ce que vous comprenez? Mais oui, cet argent peut servir à l'industrialisation du pays pour donner du travail aux jeunes. Est-ce que vous savez que la plus grande, la plus longue baie lagunaire au monde, c'est ici à Abidjan? La plus longue, vous pouvez chercher, vous allez trouver. La plus longue baie lagunaire au monde, c'est en Côte d'Ivoire, ici, à Abidjan. Mais l'exploitation de cette baie lagunaire, mais ça crée d'énormes emplois pour la jeunesse. Est-ce que vous le savez? Pendant qu'on prend ces ressources et puis on nomme des gens à des postes
qui ne sont pas nécessairement utiles. Un haut représentant du président de la République, pendant qu'on est un vice-président, à quoi ça sert? Vous voyez, autant d'éléments comme ça. C'est de cela que nous parlons, pour dire que si on procède à un assainissement de la vie publique en réduisant, même, on va dire, le train de vie de l'État et autres, vous allez voir que l'essentiel sera perçu et puis le développement viendra. Arsène Anoma. Non, bon, moi, ce que je voudrais dire aussi, il parle de réconciliation nationale, d'assises nationales. Nous ne sommes pas pour l'instant sur la réconciliation, c'est sur la situation nationale globalement, quoi. Allez-y. Bon, je passe mon tour. Bien. Nassina Karamoko. Oui, moi, je voudrais quand même faire remarquer au président de Agissons Ensemble qu'il présente un décor complètement négatif de l'État de Côte d'Ivoire. Ah ouais? Oui, c'est ce que vous dites. C'est comme si rien ne fonctionne, tout est à l'arrêt et vous allez venir, comme Alice au Pays des Merveilles, venir nous planter un décor de rêve. Est-ce que vous pouvez justifier ce que vous dites? Oui, je peux justifier ce que vous dites. Parce que vous n'avez que dit des choses négatives. Qu'est-ce que je dis qui est négatif? Vous avez dit un haut représentant, c'est pas bon. Le Sénat, c'est pas bon. Vice-premier ministre, c'est pas bon. Donc rien n'est bon. Toutes les décisions prises par l'État ne sont pas bonnes. Est-ce que vous ne pensez pas que lorsque on est président de la République, on a un bilan à produire à la fin d'un mandat? Et si on se donne les moyens pour y arriver, vous pensez que c'est négatif ça? Le président... Maintenant, ça c'est des procès d'intention. Vous n'êtes pas dans l'appareil. C'est pas votre Est-ce question. que si demain vous arrivez au pouvoir, comment vous allez fonctionner? Vous allez supprimer tout? Comment vous allez fonctionner? Le président Alassane Ouattara, il a des compétences, il a des qualités. Et des membres, pour ne pas dire tous les membres du gouvernement, sont aussi qualifiés à être membres du gouvernement. Ce que nous disons, c'est que la gestion de l'État, je reviens là-dessus parce que apparemment vous ne lisez pas bien le texte que vous avez. La gestion de l'État, l'État de Côte d'Ivoire, sa gestion. Quand on nomme le commandant supérieur de la gendarmerie, par exemple, ou bien le directeur général de la police, ainsi de suite, tous les grands commandements et autres, dans l'administration militaire comme civile. Allons à l'essentiel. Parce que l'État, les ressources de l'État, ça ne tombe pas du ciel. Alors, est-ce que vous voulez dire que ce n'est pas bon de nommer tous ces grands commandements-là? Non, ce que je suis en train de vous expliquer. Vous faites un seul commandement pour l'ensemble Ce que je vous explique, M. Karamoko, ce que je vous explique, ce que je tente de vous expliquer, c'est que la gestion du pouvoir d'État, telle que nous la voyons aujourd'hui, il y a trop de superflu dans les nominations. Il y a des institutions, il y a des nominations qui, pour nous, et de mon point de vue... Justement, ça c'est votre point de vue. Mais ça ne peut qu'être mon point de vue. Oh, voilà. Ça, c'est votre point de vue. Mais ça ne peut qu'être mon point de vue. C'est pourquoi il y a débat. Bien, merci. Dr Ousmane Cherif. Moi, je voulais, en termes de transparence, puisqu'on est en train de parler de transparence, je voulais quand même rappeler, ce qu'il dit est tellement logique sur deux choses. Il y a deux grands exemples qui ont choqué pratiquement toute la nation, mais on n'en a pas parlé suffisamment. Qui vous ont choqué ou qui ont choqué toute la nation non, pratiquement. pas toute la nation. Moi, je vais parler de la nation. D'accord. Ce que je vais dire, non, ce que je vais dire, vous allez me dire si ça ne vous choque pas. Oui, allons-y. Le directeur général de la SOTRA, c'est une entreprise nationale. Ça n'appartient pas à un parti politique. Le directeur général de la SOTRA a été candidat à une élection en tant qu'indépendant. Non, il m'inscrit en fond. Le directeur général de la SOTRA n'a jamais été candidat. Pas le directeur général de la SOTRA, c'est l'un des directeurs de la SOTRA. À la SOTRA a été candidat en tant que candidat indépendant dans une localité où il y avait un RHDP candidat principal. Il a battu ce candidat-là. Et juste après, il a été licencié de son poste. Et on vous a donné les raisons? Ça a été fait subséquemment. Non, est-ce que les raisons officielles ont été données parce qu'il a battu? Non, est-ce que ça vous choque, oui ou non? On ne va pas polémiquer là-dessus. Continuez, docteur. Oui, je vais juste rappeler on va recadrer, allez-y. Au cas où la chronologie des choses a été faite de cette façon-là, ce qu'il est en train de dire, ça montre vraiment qu'on est dans un pays où, à un moment donné, entre tout ce qui est république, tout ce qui est gestion collective et tout ce qui est parti politique, il y a une confusion incroyable. Deuxième chose qui a été incroyable aussi pour nous tous. Aujourd'hui, il y a un vice-président de la République qui n'a pas été nommé. C'est-à-dire que dans une procédure normale, où quand le président de la République est réélu,
il y a une procédure pour renommer le vice-président. Le vice-président actuel n'est pas nommé. Il n'y a aucune décision de nomination. Une vidéo a circulé pas plus tard qu'il y a quelques semaines où on voit ce vice-président venir siéger à un conseil de ministres. On voit les ministres rentrer, le vice-président vient siéger. On ne sait pas en tant que qui. On ne sait pas s'il est payé à la fin du mois. Alors que dans ce que la Constitution dit, les articles de la Constitution sont clairs. Sa nomination même doit passer à l'Assemblée nationale et au Sénat pour être validée avant qu'il soit nommé vice-président de la République. Jusqu'à aujourd'hui, il participe aux réunions. On ne sait même pas en tant que qui. Certainement que je n'ai pas l'information, mais certainement même qu'il est payé en tant que vice-président. C'est incroyable quand on est dans un pays où, à un moment donné, on ne sait plus trop entre les récompenses de militantisme politique et la compétence réelle, on ne sait plus qu'est-ce qui prime. Et ce qu'il dit, je voulais encore rebondir sur cette belle phrase, où il parle de, dans une telle lutte politique intense, le danger que je dénonce est la confusion entre l'État et le régime RHDP. Je pense que tout ce qui est ministre conseiller, ministre haut représentant du président de la République, en réalité, le président veut récompenser des militants politiques. Ça se voit, ça se comprend. M. Mabry Touakeus, il était contre le 3e mandat, il a même fait partie du CNT. Quand il a décidé de se réconcilier, il est aujourd'hui ministre. Donc, vous êtes contre la cohésion donc, au sein des partis politiques? Non, je veux dire, on ne récompense pas avec l'argent du peuple des gens qui sont militants. C'est pas l'argent. C'est ce que M. Zokou, le président Zokou, est en train de dire. Une intervention avant la prochaine question. Je voudrais dire au docteur d'arrêter de prêcher en pensant que tout ce qu'il dit est vrai. Moi, j'estime que ceux qui sont à la gestion du pays savent ce qu'ils font, ils sont mieux instruits que nous. On peut les juger. Oh non, c'est normal, nous sommes des citoyens. C'est ça. Le président, on ne nous a pas dit que lorsque le président de la République est élu, le lendemain, les fonctions du vice-président s'arrêtent. Si. Voilà. OK, j'attends qu'il envoie l'article qui le démontre. Non, il n'est plus vice-président de ce mandat-là. Le nouveau mandat, il n'est pas vice-président. J'en viens au président. Il a fait un compte rendu au vitriol de la gestion actuelle. Je ne connais pas son âge, mais je pense que lui et moi, nous devons être sensiblement, avoir été contemporains de la gestion du PPAC, du FPI de ce pays-là. Selon lui, après avoir fait ce diagnostic-là, si on venait en arrière, si on faisait une introspection, dans la gestion du pouvoir FPI passé, puisqu'il est membre de la coalition Trop c'est trop, qu'est-ce qu'il aurait pu reprocher à cette gestion antérieure de ce pouvoir-là? Merci, M. Anoma. Vous savez, encore une fois de plus, si vous prenez le temps de lire ce que vous avez comme document, qui constitue l'essentiel de notre point de presse, vous comprendrez que j'ai clairement dit que l'État, c'est la continuité. Mais parce que l'État est la continuité, on n'a pas besoin de faire du rétropédalage ou bien de faire une rétropédalage. Donc on ne tire pas des leçons de nos erreurs du passé. Attendez. Ce n'est pas qu'on ne tire pas des leçons. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'État étant une continuité, ce n'est pas parce que hier, ça n'a pas marché ou ça a marché, que celui qui a la responsabilité de la gestion de l'État aujourd'hui va dire, bon, ben voilà, puisque ça n'a pas marché hier, moi je m'en fous. Ou bien comme ça a marché hier, bon, on reste sur ce point-là. Non, ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que l'État étant une continuité, le PDCI a géré ce pays, les militaires sont venus, il y a le FPI qui a géré la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le RHDP qui est en charge de la gestion des choses. Je viens. C'est le RHDP qui gère l'État. Est-ce que vous comprenez un peu? Le régime RHDP là ne doit pas se confondre à l'État. J'ai posé cette question-là pour en venir à vous. Et donc, si vous portez un nouveau message, et que je suis d'accord avec vous, on ne doit pas regarder si ce qui est raté de façon antérieure. À entendre votre analyse, c'est que de façon officieuse, vous reconnaissez à demi-mot qu'il aurait pu avoir des ratés. Mais comment vous, qui êtes porteur d'un nouveau message, vous pouvez, en tant que jeune, vous associer à peut-être des personnes qui ont raté les gestions? La difficulté... Vous aurez dû vous démarquer de tout ça et puis porter vous-même votre message. Justement, la difficulté avec vous, c'est que vous voulez tout ramener aux politiques ou à la politique. Ce que je dis, c'est que l'État dans son fonctionnement, ce sont les régimes politiques qui ont en charge la gestion de l'État. Le PDCI a géré l'État de Côte d'Ivoire. Les militaires l'ont fait. Le FPI l'a fait. Aujourd'hui, le RHDP gère l'État de Côte d'Ivoire. C'est le RHDP qui est au pouvoir.
et c'est le président du RHDP qui est président de la République de Côte d'Ivoire et c'est lui qui nomme aux Selon la emplois civils. Constitution. Je suis d'accord. C'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires. Encore que vous évoquez la Constitution, mais la Constitution, en son temps, disait que quand on est président de la République, il n'était pas bien séant d'être en même temps président d'un parti politique. Parce qu'un parti politique, M. Karamoko l'a dit tout à l'heure, c'est une organisation privée. En même temps qu'il est chef de l'État, président de la République, celui-là même qui est le garant de l'unité nationale, celui autour de qui les Ivoiriens se retrouvent. Est-ce que la Constitution lui interdit cela? Justement, vous savez, vous voyez, quand la Constitution n'interdit pas, vous avez le temps de brandir ça. Mais ce que la Constitution interdit, vous faites semblant de ne pas voir ça. On est sur un point précis. Est-ce qu'il est interdit d'être président de la République et être président d'un parti politique? Est-ce que la Constitution l'interdit? Mais la Constitution, ce sont des humains qui l'ont écrite. Mais est-ce que pour le moment, en Côte d'Ivoire, notre Constitution qui a été adoptée par référendum, même s'il y a eu des réformes, est-ce que cette Constitution interdit au président de la République d'être président du parti? D'accord. Je vais maintenant vous répondre. Ouais, et puis on va revenir sur l'essentiel de la conférence. Quand vous allez finir de répondre, on fera le chiffre du jour et on reviendra sur la conférence de presse. Ce que je veux dire rapidement, c'est que la Constitution, quand elle a été votée, on parlait de ticket présidentiel. Au lendemain de la promulgation de cette Constitution, le ticket présidentiel a disparu. Est-ce que vous le savez? Est-ce que je parle, parle du président du parti et président de la République? Il ne faut pas faire Est-ce que vous le savez? Répondez à la question que je vous ai posée. Mais à votre question que je réponds, est-ce que vous le savez? C'est pour vous dire que pour nous, revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est la gestion de l'État. La gouvernance, c'est mieux. Bien sûr, mais cette gouvernance-là, c'est sur ça que nous interpellons le RHDP pour dire que, oui, l'État de Côte d'Ivoire, et surtout pas le RHDP, parce que nous, on parle au peuple. Nous disons aux Ivoiriens qu'aucun Ivoirien ne se sente complexé désormais quand il fait face à l'État, quand il revendique ses droits à l'État. Vous n'avez pas répondu à ma question jusque-là. Bien. Merci Kevin Zokou. On reviendra dans un court instant. C'est l'heure maintenant du chiffre du jour. Nous sommes dans le chiffre du jour pour permettre de respirer un peu. Le chiffre du jour, c'est 1. Le premier congrès ordinaire du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, depuis sa création en 2021, est prévu le 15 mai 2026. Après 4 années d'existence par la structuration du parti et son positionnement dans l'opposition ivoirienne. Commentaire, Arsène Anoma. Moi, je n'ai pas de commentaire particulier à faire, sauf... Pour moi, c'est au-delà de ce qu'on pourrait dire, ça démontre du fait que les partis politiques, l'opposition, ils ont une existence légale. Ils vivent, ils exercent leurs activités dans le respect de nos lois. Le PPAC étant une organisation privée, je leur souhaite un très bon congrès, qu'ils puissent prendre des décisions qui permettent à leur parti d'être véritablement un levier de propositions alternatives afin que le pays puisse continuer à bien avancer. Parce que un pouvoir qui n'a pas en face de lui une opposition forte, qui se propose comme une véritable alternative, maintient ce pouvoir-là dans une certaine indolence. Voilà, donc ce que je pourrais souhaiter au PPACI, comme à toute opposition ivoirienne, c'est qu'elle revienne aux fondamentaux et qu'elle puisse être cette alternative crédible que les Ivoiriens attendent, afin aussi de fouetter le pouvoir et lui permettre de toujours continuer à mieux faire. Lansina Karamoko, commentaire sur ce congrès annoncé. Oui, c'est une bonne chose parce que c'est quand même une organisation politique qui a été créée et qui a un bilan à faire. Le congrès, c'est aussi fait pour faire un bilan. Est-ce que, n'est-ce pas, je crois que ça fait 3 ans qu'ils existent, non? 3 ou 4 ans? 4 ans. Est-ce que le bilan est positif? Est-ce qu'il est négatif? Mais le commun des Ivoiriens retient qu'ils n'ont pas été aux élections présidentielles, ils n'ont pas été aux législatives, donc ils n'ont aucun député, ils n'ont aucune tribune officielle nationale où il faut s'exprimer. Je crois qu'ils vont tirer enseignement de tout ça. Et puis, bon, peut-être qu'ils vont reconduire Laurent Gbagbo. Bien, Dr Ousmane Chérif. Moi, je pense qu'il faut féliciter vraiment le PPACI pour sa résilience. Déjà, en si peu de temps, être créé en 2021 et puis être autant dans l'univers politique avec le nom du président Laurent Gbagbo, c'est quelque chose à féliciter. En même temps, je me suis toujours interrogé sur les médias. Le président Laurent Gbagbo n'est pas amnistié, il est gracié.
il est président d'un parti politique, ce que la loi normalement ne permet pas. Je ne connais pas bien les spécificités juridiques de son cas, mais toujours je m'interroge comment c'est possible qu'on ait une personne qui est censée, selon les autorités judiciaires ivoiriennes, être condamnée, avoir un casier judiciaire et puis pouvoir être président légal d'un parti politique. Mais en même temps, je termine par dire que je pense que le PPACI est en train aussi de préparer Gbagbo et l'après-Gbagbo. Voilà. Et ça, pour eux, c'est vraiment c'est grand. Ils ont réussi à se maintenir malgré l'âge de leur premier leader. Et je pense qu'avec ce congrès-là, ils vont pouvoir bien préparer aussi l'après-Gbagbo. Bien, Kevin Zokou. Oui, il faut saluer le PPACI et son président, le président Laurent Gbagbo, qui pour nous est une école politique. Parce que avoir un homme politique de sa trempe, c'est vraiment une grâce. Donc le président Laurent Gbagbo est une école politique. Mais est-ce qu'il est un référent politique pour vous? Oui, et le président Laurent Gbagbo peut être un référent politique. Il est pour moi, pas pour le mouvement politique Agissons Ensemble, mais pour moi, personnellement, c'est un référent politique. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est de dire au PPACI de mieux s'organiser pour réussir ce congrès que tous les Ivoiriens attendent, même au-delà de la Côte d'Ivoire. Tous les regards seront tournés vers le PPACI ce 15 mai 2026. Il faut que l'organisation soit parfaite et que ce soit une grande fête, une réussite totale. Mais comme le docteur le disait tout à l'heure, vous voyez, c'est de tout ça que nous parlons dans notre pays. Comment est-ce qu'un ancien président de la République peut être sous sanction, privé de droits civils et politiques, mais en même temps, il arrive à se marier. Voilà. Alors que les droits civils, là, c'est ça, mariage. Mais il s'est marié. Sarkozy n'est pas menacé en Attendez, France. monsieur, attendez. Bon, vous êtes privé. Quelqu'un qui est privé de liberté, qui est privé de droits civils et politiques, ça veut dire que son nom n'est pas sur la liste électorale. Donc, il ne devrait pas se marier. Mais Bien. vous l'avez laissé se Merci. marier. Et ça, c'est une, Alors, s'il vous plaît, anomalie dans la gestion. on va marquer une courte pause. On revient juste après pour la suite de cette émission. Voilà, nous sommes de retour de la pub. Je rappelle que notre invité est le président du mouvement politique Agissons Ensemble, Kevin Zokou. Alors, prochaine question pour vous. Est-ce que vous pensez que les ressources de l'État de Côte d'Ivoire profitent équitablement à tous les Ivoiriens? La réponse est non. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Agissons Ensemble existe pour interpeller l'État et le RHDP dans sa gestion des affaires de l'État. Nous militons pour qu'il y ait une amélioration des conditions de vie de l'ensemble des Ivoiriens sans contraintes politiques. Et vous pensez qu'il n'y a pas amélioration des conditions de vie? Oui, mais lorsque la programmation, par exemple, le programme national de développement est fait et qu'on fait un tour à travers la Côte d'Ivoire, vous allez vous en rendre compte. Il y a des voiries, comme je l'ai dit la dernière fois, le tronçon Gagnoa-Saint-Fra, mais c'est tout un calvaire sur le tronçon. La voie, elle n'est pas bitumée du tout. Ça fait plus de 15 ans que le RHDP Et votre au pouvoir. commentaire, par exemple, sur le tronçon Abidjan-Odiéné, frontière de la Guinée, bitumé? Oui, mais c'est ça. Ou encore Abidjan-Agboville? Abidjan-Agboville, c'est parfait. Il y a plusieurs J'y exemples étais. comme ça. Oui, Abidjan-Boaké, voilà. Abidjan-Boaké, voilà. Et donc, ce développement-là, il faut qu'il s'étende sur l'ensemble du territoire. C'est ce que nous disons. C'est-à-dire que on fait les péages, on fait les ponts, les routes, ça et là, c'est bien. Il faut continuer sur l'ensemble du territoire. 15 ans après, on va dire 15 ans après la gouvernance RHDP, quoi qu'il soit encore au pouvoir, dans cette zone de Gagnoa-là, c'est vraiment tout un calvaire. Donc vous voyez un développement déséquilibré. Déséquilibré. L'autre chose, c'est que, je l'ai dit une fois, j'ai dit dans nos sous-préfectures, je dis bien les sous-préfectures, je n'ai pas dit les chefs-lieux de sous-préfecture, qui sont souvent des départements, mais les sous-préfectures tout court, il n'existe aucun hôpital général public dans ces sous-préfectures. Vous voyez, en Côte d'Ivoire ici, ce n'est peut-être pas le fait du RHDP, mais le RHDP vient pour nous parler d'émergence, du développement, la grande Côte d'Ivoire, solidaire. Il faut travailler à ce que dans nos sous-préfectures, où nous avons plus de 60 000 habitants, le docteur il est là, il va nous donner les ratios selon l'Organisation mondiale de la santé, médecins, population. Vous voyez, là où on a plus de 60 000 personnes, il faut au moins un hôpital général public pour améliorer la qualité des soins
de nos populations. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Mais aujourd'hui, on a des centres de santé à 5 km voilà, des populations aujourd'hui. Il ne suffit pas d'avoir des bâtiments. Parce que je prends un exemple. Quand moi, j'étais à l'école primaire publique des Aïboyo 1, qui est devenu maintenant collège moderne de proximité, on avait un dispensaire. C'est le nom qui a changé. Le dispensaire qu'on avait là, hein, chaque 10 heures, on y allait pour soigner, penser nos plaies. C'est ce dispensaire qui est devenu centre de santé rural. C'est juste le nom qui a changé. Voilà, rien n'a changé à l'intérieur, c'est le nom qui change. Mais il faut renforcer ça. Nonobstant le fait qu'il y ait des centres de santé ruraux ou bien urbains, il faut qu'il y ait des hôpitaux pour améliorer la qualité des soins. Bien. Et puis le plateau technique aussi, c'est important. Lancine Karamoko, question sur ce sous-thème. Oui, je suis un peu surpris parce que Agissons Ensemble veut qu'on fasse le bitumage du tronçon de son village à Gagnoa. Gagnoa n'est pas mon village. Non, mais parce que quand Gagnoa, vous c'est une prenez... partie de la Côte d'Ivoire. Non, quand vous prenez une seule partie... Non, c'est pas une seule partie. Aujourd'hui, quand vous prenez le réseau routier en Côte d'Ivoire, quand vous prenez le réseau routier, aujourd'hui, amélioré, bitumé, sous le président Alassane Ouattara, comparativement à l'antérieur, il faut quand même lui dire qu'il a fait beaucoup. On ne peut pas mettre le bitume dans tous les villages en même temps, sur une petite période. Il va faire sa part, celui qui lui succédera va faire sa part. Aujourd'hui, il n'y a pas eu... Le docteur ne peut pas me contredire, les médecins, qu'au niveau des centres de santé, il y a eu une floraison de construction des centres de santé qui fonctionnent assez bien, qui n'existait pas par le passé. Mais il y a eu une amélioration à ce niveau, les plateaux techniques, au niveau, n'est-ce pas, des scanners. Il y a eu une amélioration. La Côte d'Ivoire ne détenait qu'un seul scanner. Aujourd'hui, nous en avons presque 5, 6, 7 scanners. Il y a beaucoup qui a été fait. Mais pourquoi vous ne reconnaissez pas quand même que sous la gouvernance de M. Ouattara, du président Alassane Ouattara, il y a eu une amélioration, mais vous présentez la situation comme si rien. Est-ce que si vous arrivez au pouvoir par extraordinaire, est-ce que vous pensez que vous pouvez, en 1 ou 2 mandats, faire tout ce que les Ivoiriens attendent? Ce qu'on vous demande. Les disparités là existent pas aux États-Unis, les disparités n'existent pas en France, qui sont des grandes nations. Ce que nous tentons de dire. Oui. Voilà. Ce n'est pas parce que... En fait, c'est ça. C'est ce que nous devons comprendre, nous tous. L'État, quel que soit celui qui est à la tête du pays, l'État, je parle bien de l'État, il fonctionne toujours. Même si vous prenez un maçon, si vous prenez même, je ne sais pas qui, mettez-le... Bon, vous avez du respect pour les maçons, mais je veux dire, prenez qui vous voulez, mettez-le à la tête du pays, de l'État. L'État va continuer à fonctionner. Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Voilà. Et donc, si nous sommes d'accord que l'État fonctionne indépendamment des régimes, alors il faut encourager les régimes qui ont en charge la gestion de l'État, à faire en sorte que cette gestion-là soit de plus en plus assainie et que cela soit utile pour tout le monde, bénéficie ou profite à tout. Attendez, non, s'il vous plaît, je vous comprends. J'ai dit, vous ai écouté. Quand on fait un bilan, on sort ce qui est positif et ce qui est négatif. Mais vous présentez la situation comme s'il n'y a pas d'amélioration. Non. Et ça, c'est... Est-ce que vous ne pensez pas que si on demande à l'État de faire davantage... Est-ce que vous ne pensez pas que votre argumentation est trop partisane? Non. Si on demande à l'État... Vous n'êtes pas dans un déni systématique. Monsieur Karamoko, si on demande à l'État... C'est ce que je ne comprends pas pour quelqu'un qui dit agissons ensemble. Mais permettez que j'explique. Allez-y maintenant. Je dis l'État, la continuité. Ça veut dire qu'avant le FPI, avant même les militaires, avant le RHDP, le PDCI RDA a construit ce pays-là. Oui. On est d'accord? Ce qui est bon, on leur a attribué ça. Non, ce n'est pas une question de ce qui est bon. C'est-à-dire que l'État de Côte d'Ivoire a été bâti. Et cet État-là continue, quels que soient les régimes qui viennent. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est toujours fait. On ne peut pas le dénier, ou on ne peut pas le nier du moins. Il y a toujours quelque chose qui est fait. Ce que nous disons, au regard de la carrure de notre pays, des richesses dont nous disposons, parce que n'est pas premier, n'importe qui, premier producteur de cacao dans le monde, n'importe quel pays. Non, la Côte d'Ivoire, qui dispose d'autant de richesses, et chaque 2 semaines ou chaque mois, on découvre des gisements ça et là. Notre pays est riche. Je ne sais pas si vous le savez, mais ce pays qui est riche, la gestion des richesses de notre pays, si nous mettons un tout petit peu d'assainissement, vous allez voir que ce pays-là sera envahi par les gens. Donc, merci à vous. Ce n'est pas parce que le président Ouattara ne fait rien, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis,
Si il y a des améliorations à faire, nous vous interpellons sur ça. Précisément, c'est juste un point. Parce que quand on prend Abidjan, Bouaké, autoroute, ça ne vous satisfait pas. C'est la petite zone vers Gagnoa qui... Mais M. Karamoko, c'était un exemple parmi tant d'autres aussi. Il y a plusieurs localités qui en ont besoin, même il y a des efforts. Voilà. Gagnoa, Gayo. Bien. Il faudra aussi reconnaître aussi qu'il y a de grands tronçons. Oui, mais attendez, ce n'est pas pour faire l'apologie. Je vous dis que l'État, on n'a même pas besoin de... Merci Kevin Zokou. Voilà, si c'est pour parler du président Ouattara, on aura le temps. Merci je parle de l'État pour Alors, nous allons maintenant parler de corruption et bonne gouvernance. C'est au cœur de votre conférence de presse. Dr Ousmane Chérif, question. Bon, je vais poser ma question à la fin, mais je voulais juste quand même rappeler... Bien, on n'a pas assez de temps pour revenir là-dessus. On va aller rapidement. Corruption, bonne gouvernance. Corruption, bonne gouvernance. Il y a eu beaucoup de scandales depuis... Vous dites que vous parlez de l'État, hein, donc on va dire depuis Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, mais particulièrement depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même eu beaucoup de scandales. Il y a eu le scandale de 500 milliards dans la filière café cacao, 337 milliards dans la filière Anacad, il y a eu le scandale de la FTFP, il y a eu le scandale de l'université. On n'a jamais vu à la fin un rapport d'enquête qui nous dit voilà ce qui a été détourné, voilà ce qui n'a pas été détourné. Moi, j'ai lu un rapport de Stanislas Zézé qui dit que chaque année, en tout cas pour la dernière année 2024-2025, il y a 1400 milliards qui disparaissent dans la corruption en 2024-2025 en Côte d'Ivoire. Et que 1400 milliards, ça fait 4 fois le budget de la Centrafrique. Donc, il y a énormément de corruption dans l'État actuellement. Vous parlez de recrutement exceptionnel. On pourrait vous dire, est-ce que vous en avez les preuves? Parce que le problème de la corruption en Côte d'Ivoire, c'est qu'à chaque fois qu'on dénonce, c'est pour ça que moi j'aime utiliser le mot scandale, parce que je ne dis pas qu'il y a eu un coupable ou pas, je dis qu'il y a eu scandale. Mais vous avez parlé dans votre conférence de presse, vous avez utilisé le terme recrutement exceptionnel. On va dire, est-ce que vous en avez les preuves? Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, souvent, quand vous dénoncez quelque chose, même quand c'est vrai, mais si vous n'avez pas suffisamment de preuves pour étayer, vous pouvez vous retrouver devant le procureur. Tout à fait. Merci pour cette préoccupation. Vous voyez, pour revenir sur le cas spécifique des recrutements exceptionnels. Nous avons écrit au président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Et là, c'était le 12 janvier 2026. L'objet de ce courrier, c'est plainte pour soupçon de corruption, népotisme et favoritisme dans le cadre du recrutement des agents d'encadrement des douanes, session 2024. Félicitations. Ça, c'était quand? Le 12 janvier 2026. Ce courrier-là a été reçu. Le 13 janvier, ça a été déchargé le 13 janvier 2026 au siège de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Jusqu'à cette heure-ci, il n'y a aucune suite. Je me suis rendu moi-même au siège de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance pour en savoir davantage. Et le monsieur m'a dit, il n'y a pas encore de retour. Quelle est la conduite à tenir? Attendez, monsieur. Voilà comment on nous répond. Dans une république, lorsqu'un citoyen saisit une institution qui a pour mission de mener les enquêtes, parce que c'est ça aussi, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, là, sa mission, c'est d'enquêter ou d'instruire des enquêteurs pour que les gens aillent. C'est pourquoi nous lui avons dit soupçon, c'est appelé soupçon, nous portons plainte pour soupçon de corruption. Quitte à elle, parlant donc de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, d'aller enquêter pour savoir si oui ou non il y a eu corruption, népotisme, favoritisme dans le recrutement des agents de la douane. Parce qu'un concours, soit il est direct ou bien il est professionnel. Un concours de recrutement n'est pas exceptionnel. Bien. À ce sujet, le directeur général de la fonction publique a dit lors d'une conférence de presse que ce concours exceptionnel d'agents d'encadrement des douanes lancé en septembre 2024 ne concernait pas le grand public, mais c'était une opération interne de régulation administrative distincte des concours classiques accessibles aux candidats externes titulaires de diplôme. Votre commentaire? Mais le commentaire, il est clair. Puisque le communiqué qu'eux-mêmes ils ont produit, il y a une contradiction dans les différents communiqués. Comprenez?
on ne peut pas faire un recrutement exceptionnel et qui est à la fois exceptionnel, mais en même temps spécifique, hein, dans une opacité totale. Et voilà pourquoi il est important pour la haute autorité, pour la bonne gouvernance, d'enquêter, pour qu'on nous dise clairement qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, à entendre le directeur général de la fonction publique, c'est que ce sont des agents en fonction déjà, mais qui changent peut-être de grade ou alors de secteur d'activité. Ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas vrai en fait. Parce que l'âge de ce dernier en 2024, je crois qu'il avait 16 ans, un truc de ce genre. 16 ans, 18 ans, 16 ans. À quel âge, lui, il est entré en fonction et à quel moment on le recrute pour la fonction publique et à quel moment il devient douanier. Bon, autant d'éléments comme ça. Mais pour nous, ce qui est important ici, c'est que nous avons saisi une autorité, une institution. Monsieur Jean-François Kouassi, il s'est déplacé au siège de la fonction publique. Il a été arrêté, emprisonné, parce qu'il allait protester devant la fonction publique. On lui a reproché de n'avoir pas saisi les institutions légalement. Nous, on l'a fait. Voilà, où est la caméra? On l'a fait légalement. Mais on n'a pas eu de réponse. Non, attention. On n'a pas eu de réponse jusqu'à cette heure-ci. Doucement. Depuis janvier, 12 janvier. Le timing non, de c'est pas une question de timing administrative d'une institution. Non, s'il vous plaît. Monsieur Karamoko, attendez, monsieur. Non, je vais vous expliquer. Non, je vous explique. Mais il n'a pas eu de réponse. Laissez-moi vous expliquer. Parce que est-ce que c'est scandaleux que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse qui vient de faire? Monsieur Karamoko, Il dit qu'il n'a pas eu de réponse. Monsieur Karamoko, on ne parlera pas en même temps. Permettez que je vous explique. Lorsque vous adressez un courrier à l'administration, à une institution, le minimum, c'est qu'on vous réponde. On vous dit, on a reçu votre courrier, il est en traitement. Ça, c'est le minimum. Vous comprenez? C'est ce que vous estimez. Attendez. Ne soyez pas partisans à ce point. On parle de la République. On parle de la République, l'État de Côte d'Ivoire. Parce que la haute autorité pour la bonne gouvernance, c'est une institution de l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est une bonne chose, cette institution-là. Elle est pour tout le monde, tous les Ivoiriens. Son fonctionnement, il n'est pas bon. Je suis un citoyen ivoirien, j'ai écrit au président de la haute autorité de la bonne gouvernance pour dénoncer un fait, pour l'interpeller sur un fait. Ils n'ont pas réagi. Mais est-ce que vous avez relancé votre enquête? Bien sûr, j'y étais, moi-même physiquement. On m'a dit de rester à l'écoute. Ça va prendre combien de temps pour rester à l'écoute? On n'a pas eu de vous rendre physiquement. Relancer, est-ce que vous avez fait un autre courrier de relance? Vous voulez qu'on fasse un autre courrier de relance? Parce que ce courrier n'est pas suffisant. Merci bien. On va aborder rapidement le dernier point, c'est sur la commission électorale indépendante. Arsène Anouma. Oui, sur ça, et puis je fais un constat général. Non, sur la CEI, on n'a pas assez de temps. Ce que je voudrais dire, c'est que le président de Agissons Ensemble veut être citoyen, mais en même temps, il est trop partisan. Et ça biaise, ça fausse le débat. Bien sûr. Ça fausse le débat. Parce que toute son analyse, c'est une analyse au vitriol, sans mettre à l'avant ce qui aurait pu être bon. Et c'est dommageable. Qu'est-ce qui aurait pu être bon? OK. Lorsque, en revenant à la CEI, par exemple, il parle de réformer la CEI en y enlevant tous les partis politiques afin de les stripper de toute... Vous êtes contre cette proposition? Moi, j'avais dit ici sur un plateau que je suis pour une entrée de la société civile au sein de la CEI et une restriction des pouvoirs des partis politiques, une entrée de la société civile et des organisations religieuses pour donner moins de force aux partis politiques afin que la CEI soit aux mains des citoyens qui puissent accompagner le président dans sa gestion. Concrètement, qu'est-ce que le président d'Agissons Ensemble reproche à la CEI? Parce que, au vu de ce qu'on sait... Quelle est la question, votre question? Je dis concrètement, c'est ça la question, mais je vais chose. Il y a des élections qui ont été organisées. Ceux qui sont là, le président de la République, les députés n'ont pas été imposés. Il y a eu des élections. Les Ivoiriens, en tant que citoyens, se sont déplacés pour aller voter. Et après les résultats, les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ont acquiescé ces résultats-là parce qu'ils ont repris les activités, le pays fonctionne normalement. J'estime pour moi que les Ivoiriens sont matures. S'ils ont voté des personnes... La question, je vais vous répondre. Je viens. S'ils ont voté des personnes et qu'ils ne sont pas descendus dans la rue après pour compter les résultats qui leur ont été donnés par la CEI, c'est que pour moi, la CEI fait du bon travail, même si aucune organisation, aucune œuvre humaine n'est pas faite.
vous demandez à ce qu'on enlève au sein de la CEI les partis politiques. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à la gestion actuelle de la CEI? Et puis, au-delà de ce que vous proposez, quelle structure, véritablement, comment vous voulez que la CEI soit constituée pour qu'elle puisse répondre, considérons, à vous, vos exigences? Non, pas nous, nos exigences, mais aux exigences des citoyens ivoiriens. Parce que je vais vous dire que vous représentez tous les citoyens ivoiriens. Je vais vous dire, attendez, monsieur. Moi, je ramène parce que Agissons Ensemble est une organisation privée. Donc, vous ne pouvez pas vous autoproclamer représentant de tous les citoyens ivoiriens. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes représentants de tous les citoyens ivoiriens. J'ai dit ce que les exigences là dont vous parlez là, sont des exigences des citoyens ivoiriens. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. D'une partie des citoyens La Commission électorale indépendante est une institution de la République. On est d'accord? D'accord. Et cette institution-là, son travail est connu. Commission électorale indépendante. Elle travaille tous les jours. Elle devrait travailler même tous les jours. Or, en Côte d'Ivoire ici, on ne parle de la CEI que lorsqu'il y a des élections. En tout cas, les Ivoiriens n'entendent de la CEI que lorsqu'il y a des élections. J'ai l'impression que c'est vous qui voulez ça. Non, sinon moi je vois la CEI faire les élections. Merci Arsène Anouma, allez-y. De tous les débats auxquels vous avez participé sur ce plateau et ailleurs, parlant de la commission électorale indépendante, jamais vous n'avez parlé de la nomination des membres de cette commission. Vous parlez toujours du débat politique. Et c'est autour des élections que ça se fait. Je vous dis que la commission électorale indépendante est une institution. Et cette institution-là, elle a, à mon sens, elle a deux éléments. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est technique, purement technique. Des informaticiens qui y sont, il y a des techniciens qui y sont. Ceux-là, ils n'ont pas besoin d'être politiques ou pas. Ils sont là-bas, il ne faut que leur travail. Et il y a cet aspect qui est peut-être politique parce qu'on organise les élections, on peut faire le recensement électoral et autres. Pour ça, on n'a pas besoin des représentants de l'État. On n'a pas besoin des partis politiques. On a besoin, de la même manière qu'on vient de nommer monsieur, comment il s'appelle la médiature là? Monsieur Gaussou Touré. Gaussou Touré, on vient de le nommer président de la médiature, le grand médiateur. De cette même manière, le président de la République peut nommer un président de la commission électorale indépendante. Des citoyens ivoiriens qui sont des informaticiens et autres peuvent aller faire demande d'emploi, on les prend, on les recrute, ils travaillent de façon technique. Et chaque jour que Dieu fait, tout Ivoirien qui a 18 ans, on peut faire un basculement automatique. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a entamé la digitalisation de l'administration. Donc, c'est tout ça. C'est de tout ça que nous parlons, l'État. Dans le process, il faut faire en sorte que l'État civil et puis la commission électorale indépendante, le ministère de l'Intérieur et autres, soient interconnectés de telle sorte que tous les jours que Dieu fait, personne n'a besoin de convoquer X, Y, bien. Pour être sur la liste électorale. De telle sorte qu'on n'aura plus de tension. Président, cela avait été proposé, hein, certains partis politiques auraient refusé le basculement automatique des nouveaux majeurs. Oui, mais parce que la façon dont la chose avait été présentée à l'époque ne garantissait pas... Non, c'était juste une précision. Oui, voilà, les partis politiques ont refusé. Ça ne garantissait pas effectivement le processus. Je voudrais donner une information au président d'un parti politique qui ne sait pas qu'effectivement, à la CEI, il y a un secrétariat permanent. Si vous ne le savez pas, moi, je vous donne l'information. C'est quelle information vous me donnez? Le secrétariat permanent de la CEI existe, qui n'a rien à voir avec les représentants des partis politiques. Et donc Donc, quand vous dites qu'il devrait avoir des informaticiens qui travaillent... Mais le secrétaire c'est la raison pour laquelle on ne veut plus... Vous ne me donnez pas une information. Vous ne me donnez pas une information. Donc, vous ne dites pas les choses telles qu'elles sont aux Ivoiriens. Mais justement, c'est pour que ce secrétariat permanent puisse fonctionner librement, qu'on ne veut plus qu'il y ait de la pesanteur politique. Non, il n'y a pas... Le secrétariat permanent n'a rien à voir avec la politique. Et pourtant, laissez-moi vous expliquer. Et pourtant, les partis politiques dans cette commission... Attendez que je vous explique aussi. Parce que les partis politiques qui sont présents dans cette commission électorale, ce sont ces partis qui font qu'aujourd'hui... Ça n'a rien à voir justement. Ça n'a rien à voir justement. C'est le secrétariat permanent est une structure... Bien, merci. Je vous donne l'information. Le secrétariat permanent n'est pas logé là où Cuba siège. Le secrétariat permanent est logé
dans un autre bâtiment complètement différent. Bien. Si. Non, c'est pas vrai. Si. Bien. Merci. Anglais, je peux vous montrer. Non, le 22e arrondissement. Le bureau est en Non, bas. non, non, Mais ça non. veut dire Non, que- le 22e, non. Effectivement, il y a un bureau de la CEI vers le 22e arrondissement. C'est le secrétaire permanent. À 7e tranche, voilà, en 7e. Le secrétaire permanent, c'est un grand frère. Mais le Moi, il secrétaire a permanent, un c'est bureau pas la aussi CEI. à la CEI centrale. Non, non, Donc, faut non, pas non. le dire. Faut Alors, dire la vérité docteur aux Franck Ivoiriens. Chérif, question sur la CEI Oui, pour terminer moi, déjà, ce première chapitre. chose, je suis toujours surpris que des gens en Côte d'Ivoire continuent de dire que la CEI va très bien. Personne n'a Alors dit ça. que Personne ne l'a dit. le premier responsable de la CEI lui-même a prononcé un discours dans lequel il dit pour préserver la paix en Côte d'Ivoire, il ne faut plus que cette CEI-là existe. Il a dit le 21 décembre 2025. Il a dit pour préserver la paix en Côte d'Ivoire, cette CEI ne doit pas exister. Donc quand quelqu'un vient dire la CEI, ça fonctionne bien, on ne doit pas reprocher quelque chose à la CEI, cette personne-là Mais vraiment personne est. ne l'a dit. Ça c'est la première chose. Deuxième On chose. va aller rapidement à la question. Moi, je vais lui demander, il a proposé qu'on enlève les partis politiques. À qui il veut qu'on confie l'organisation des élections, dont il pense qu'ils vont être impartiaux? Est-ce que, si on prend les gens de l'administration publique, par exemple, un ministère public, on pense qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, si on donne à l'organisation à des gens du ministère de l'Intérieur, est-ce qu'ils vont être sans aucun parti pris? Ou bien des organisations de la société civile? On sait aujourd'hui en Côte d'Ivoire que quand on dit société civile, il y a des gens quand même qui ne sont pas vraiment de la société civile parce qu'ils ont toujours un petit penchant. Du pouvoir comme de l'opposition. Voilà. Bien. D'où Et puis l'intérêt- vous souhaitez également, pour terminer, le droit de vote à 16 ans. D'où l'intérêt de notre démarche. D'où l'intérêt de la primauté de la citoyenneté sur le militantisme. Parce que si nous convenons que être citoyen, c'est d'abord servir son pays, alors tout ce qui est politique là sera subsidiaire. Et donc, on n'aura pas de crainte à nommer M. Karamoko, à nommer Zokou Kevin ou Dr Chérif à la tête de la commission électorale indépendante pour organiser les élections. Parce qu'il est d'abord citoyen, il sait les intérêts de la nation d'abord, avant toute autre considération Mais actuellement, politique. c'est pas le cas. Or, malheureusement, aujourd'hui, dans notre pays, tout est politique. Et c'est pourquoi notre message, il est nouveau. Et ça vous choque. Mais on va y arriver. Parce que dans ce pays, Qu'est-ce que vous dites comme message qui choque? dans ce pays, il faut mettre en avant la citoyenneté. Qu'est-ce que vous dites comme message qui choque? l'âge, On va répondre rapidement aux questions. oui, Voilà. non, Allez-y. je l'ai dit. Bien. Je dis, ce n'est pas pour nous. Il faut extirper tout ce qui est politique de la commission électorale indépendante. Tout ce qui est politique et représentant de l'État. Et on confie à qui? Il faut confier ça à un citoyen. Un citoyen ivoirien qui peut Mais les citoyens Oh, ivoiriens, non, ils ont aussi des penchants politiques. Mais justement, c'est à ce niveau-là. C'est pourquoi nous disons le pensant politique-là ne doit pas primer sur la citoyenneté. Comprenons ce message, c'est important. Mais il y a le comportement avant et justement, pendant quand on est au mais poste. Justement, parce qu'on soupçonne tout le monde désormais. Quand on nomme quelqu'un, on dit bon, parce que c'est son bras droit, c'est pourquoi il l'a nommé. Et parce qu'on l'a nommé, il se croit obligé d'être redevable vis-à-vis de celui qui l'a nommé. Or, quand tu es nommé, tu es citoyen, tu es nommé, tu fais ton travail comme il se doit. Et puis c'est tout. Voilà ce que nous prônons, nous. Bien, droit de vote à 16 Droit ans. de vote à 16 ans. Parce que tout simplement, 75% de la population, elle est jeune. Et lorsque nous permettons aux jeunes de voter à partir de 16 ans, mais dans le processus même scolaire déjà, le citoyen va commencer, va tout de suite là s'améliorer et on va dire... Avoir la culture démocratique. Merci. Avoir cette culture démocratique déjà dans le cursus scolaire. Et ça va éviter que demain les jeunes soient manipulés. Ça va éviter demain que des jeunes soient brandis comme des canons, des chairs à canon pour des causes perdues souvent, des causes politiciennes perdues souvent. Voilà l'exemple de ce jeune Président, de 19 ans en France qui est devenu maire. le temps est terminé, mais malheureusement, on va aller rapidement sur la réconciliation nationale. Vous aviez appelé samedi dernier à des assises nationales. Pourquoi? Est-ce que les Ivoiriens ne sont plus réconciliés? Oui, mais la réconciliation, les gens souvent parlent comme ça, réconciliation, alors qu'en réalité, il y a beaucoup à faire. C'est vrai que, je l'ai dit ici une fois, j'ai dit l'absence des bruits, des canons, ça ne veut pas nécessairement dire que Non. tout va bien. S'il y avait présence des bruits des canons, c'était la guerre. Donc, il n'y avait Oui. pas de paix. Oui. Mais là, nous parlons de réconciliation. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Nous sommes là, en paix, aujourd'hui, et la non. question de réconciliation. Le fait qu'on dise qu'on est en paix aujourd'hui... La Côte d'Ivoire est un pays en paix. Ça, c'est relatif. C'est relatif parce bon? que... La Côte d'Ivoire est un pays Quand en paix, même, président. c'est pourquoi il Mais dit attendez, tout en noir. non, c'est pas ce que je dis. Karamoko.
La Côte d'Ivoire Quand est même. un pays en paix, d'accord. Quand même. Mais les Ivoiriens, dans leur ensemble, est-ce qu'ils sont en paix? Oui, nous sommes en paix. Ça, c'est ce que vous dites. Ça, c'est vous qui êtes en Ça, c'est vous qui le dites. Parce qu'ils sont nombreux. Moi, mon oncle, il s'appelle Dali Oblé. Jusqu'aujourd'hui, on cherche son corps, on ne l'a pas encore trouvé. Vous pensez vraiment? Il a été tué quand? En 2002, par la rébellion. On n'a pas encore trouvé son corps, on n'a pas encore... Donc c'est pourquoi vous avez formé un Non, parti non, non, politique. non, je veux dire Alors, simplement qu'il y a alors, autant d'éléments bien, comme ça alors, qui peuvent amener les Ivoiriens. Bien, vous parlez certains d'assises. Ivoiriens On va aller qui rapidement. peuvent amener certains Ivoiriens à ne pas penser comme nous. Bien, c'est votre s'il vous plaît, combat. Nassila Alors, ce que Karamoko. nous disons, Assises nationales avec tous les leaders, pour- Guillaume Soro, ex-chef de la rébellion, Alassane Il Ouattara, faut président du permettre- RHDP, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Effectivement, il faut qu'il y ait des assises nationales. malgré ces nombreux dialogues politiques qui ont eu lieu. Non, mais c'est ça le drame. Parce que les hommes politiques, ils s'appellent entre eux. Ils disent dialogue politique, ils font des accords, comme le disait Père à son âme, Ahmed Bakayoko. Ils font leurs accords entre eux. Quand tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais quand ça ne Et à marche pas... l'approche d'une élection, il y a Non, des accords il faut totaux. changer cette façon de faire. Inviter tous comme on l'a dit, Les les chefs Ivoiriens, traditionnels, les chefs pour traditionnels. qu'on puisse vérifier. Quand on dit assise nationale, là, ce n'est pas une question de 2-3 personnes qui se Vous retrouvent pensez quelque part. que les Bien. enjeux ne sont pas Bien. importants? Alors, Un genre de merci. conférence nationale. Bien sûr que Bien, oui. merci. D'un pays stable, hein, vous qui pouvez n'est pas en l'appeler- crise. Vous Qui pouvez n'est pas l'appeler en comme vous crise. voulez, Bien. mais... Merci Voilà. bien, Kevin Zokou. On aura l'occasion, je vous le promets, si vous le voulez, la semaine prochaine, on vous reçoit sur ce plateau pour parler des sujets que nous n'avons pas pu aborder, notamment la cherté de la vie et bien d'autres questions, justice sociale, tout cela. Mais avant, c'est l'heure du carton rouge. Voilà, c'est bon. Voilà le carton rouge. Premier carton avec Dr Ousmane Chérif. Où vous passez? Alors, j'adosse mon carton rouge à l'ensemble des députés qui refusent de faire leur travail. Ça fait maintenant quelques semaines que les députés sont confirmés dans leur position. Je suis vraiment surpris qu'il y a beaucoup de sujets. Ce sont les lanceurs d'alerte qui lancent les sujets. Les députés, on a l'impression qu'ils sont députés uniquement que pour leur argent, que pour leurs privilèges. Les gros sujets, là, ils ont l'immunité parlementaire, ils n'en parlent pas. Si quand on entend députés de l'opposition, on aurait souhaité que ce soit des députés qui parlent du PIB, qui nous parlent de la cherté de la vie, qui font des belles propositions, qui contredisent le programme du gouvernement. Mais jamais on vous entend. Quand vous êtes député sur ces sujets importants-là, vous ne prenez que des sujets qui sont en rapport avec vos intérêts personnels. C'est quand vous êtes frustré que vous sortez pour parler aux gens. Et ça, vraiment, je pense que si c'est comme ça qu'on doit être dans l'opposition, juste en train de se critiquer les uns les autres, de parler de nos intérêts personnels, ça ne vaut pas la peine de critiquer le pouvoir. Bien. Arsène Anoma. Mon carton rouge, c'est à l'encontre des policiers municipaux. Parce que très souvent, quand tu te balades aux abords de nos marchés, tu vois qu'ils prennent les marchandises des vendeuses et autres. Logiquement, leur rôle sur cet espace public-là, c'est d'assainir. Voilà, c'est d'assainir, de libérer ces espaces-là de tous ces vendeurs illégaux. Mais malheureusement, aux encablures, là, à quelques mètres, tu vois les vendeuses venir s'agglutiner autour d'eux, entrer parfois en négociation et, comme par magie, elles reprennent leurs activités. Donc, pour moi, si vous faites un travail, faites-le. Si vous ne voulez pas faire un travail, Bien. arrêtez de le faire. Lancina Karamoko. Bien, président, carton rouge. Oui, j'ai plusieurs cartons rouges, mais je vais d'abord le carton rouge au secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature de notre pays, tout comme à la haute autorité pour la bonne gouvernance et au procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Je leur donne ce carton rouge parce que pour des faits qui sont avérés, nous leur avons écrit. Moi-même, j'ai écrit et jusqu'à cette heure-ci, on ne nous a pas répondu. Jusqu'à cette heure-ci, j'ai été moi-même dans leur bureau pour m'enquérir la suite des différents courriers qui leur ont été adressés. Il n'y a pas eu de suite jusqu'à cette heure-ci. Lorsqu'on reproche aux citoyens de ne pas utiliser la voie légale et que ces citoyens, parmi eux, Zokou Kevin, président du mouvement politique Agissons Ensemble, décident d'emprunter le chemin de la légalité, il est bon que nos autorités nous répondent. Le devoir de la redevabilité aussi, c'est de cela qu'il s'agit. Carton rouge au procureur de la République, carton rouge
au secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature et carton rouge au président de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Bien, merci Kevin Zokou, président du mouvement Agissons Ensemble. Merci d'être passé. Merci à Dr Ousmane Chérif, Lancina Karamoko, Arsène Ardouma et à vous aussi, chers téléspectateurs. Rendez-vous demain pour un autre numéro d'Entre deux News. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.